Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. En fait, j'ai envie de réagir sur plusieurs points et j'en viendrai à la question du débat. Mais d'abord, effectivement, on a tous été frappés par les métaphores guerrières et par les effets de cadrage que ça a eu sur un certain nombre de débats, les premières lignes, les deuxièmes lignes, etc. Et sur la façon dont effectivement ça nous a conduit à penser, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. Dans cette période, c'est vraiment cette notion de crise qui est importante, donc de déstabilisation, de perte de repères, d'incertitude qui était très forte à l'époque, et donc du fait qu'on a une déstabilisation qui a un caractère un peu systémique, quoi. On a non seulement la question sanitaire, mais on a une espèce d'affolement médiatique, et donc avec une fixation complète sur Covid-19 pendant des semaines et des semaines. Également, je trouve on y a quand même assez échappé jusqu'à présent une crise politique qui est restée à un niveau je dirais acceptable, mais la question qui se pose par rapport à cette crise, en fait, c'est le rapport entre crise et régime d'exception, en fait, compte tenu de l'urgence. Et là, je retournerai la question à la juriste, mais en fait, c'est ce que disait Frédéric. Est-ce que dans les premiers jours de la crise, quand on est passé, donc les premières semaines à partir de février, quand on est passé très rapidement au confinement, qui est quand même une mesure qui est tout à fait exceptionnelle, avec tous les effets de sidération que ça a entraîné, est-ce qu'il y avait la place pour le débat public? Là, je ne crois pas. Donc, du coup, il faut essayer de voir quelle temporalité on a vécu et comment on pouvait envisager effectivement le rapport entre connaissance politique et démocratie dans les différentes phases. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question en se resituant dans la situation que l'on vivait et sans, pour ainsi dire, rejouer le match. Alors, par rapport à la question du débat public, la première observation, c'est que, et effectivement, et ça, il insiste sur la question qui est posée par Emmanuel Hirsch sur la confiance dans la science. On a la chance d'avoir sur cette période des enquêtes sociologiques, notamment une enquête de Michel Dubois qui montre que en fait ce que l'on sait se confirme, c'est-à-dire que on a une dégradation de la confiance pour l'ensemble des institutions, et celle qui relativement résiste le mieux, c'est la science. Et ça se confirme, y compris dans cette période. Les analyses qui ont été faites sur les réseaux sociaux montrent que, en fait, c'est une évidence, mais je pense qu'on arrive à mieux l'approcher. La société, elle n'est pas homogène, donc, et cette hétérogénéité, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que les réseaux sociaux ont un poids important dans l'accès à la connaissance, dans le partage des opinions, et avec les phénomènes de renforcement des croyances par fréquentation construction des réseaux en fonction des affinités. Donc, on a un phénomène de biais de confirmation ou de confirmation de biais qui est vraiment très important. Et pour revenir sur ce que disait Hervé sur certains scientifiques, donc la position notamment illustrée brillamment par Didier Raoult, en fait, on voit que les partisans de Didier Raoult, et c'est intéressant, et pas intéressant comme individu, mais comme figure qui a été extrêmement clivante dans cette affaire, en fait, les études sociologiques ont bien montré qu'il y a une très grande proximité entre ceux qui croyaient aux énoncés, aux propositions de Didier Raoult, et ceux qui croient aux théories du complot, ceux qui sont anti-système. Donc on a un profil bien particulier qui forme effectivement un socle un bloc assez fort dans nos sociétés, heureusement tout à fait minoritaire. Alors,
Pour le débat public, moi, il me semble que la première phase, et c'est peut-être, pour revenir à la question du pluralisme, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter, c'est que, en fait, on aurait pu sûrement mieux faire en intégrant mieux la société dans le processus d'expertise. L'expertise, en fait, telle qu'elle a été faite par le comité, le conseil scientifique présidé par Jean-François Delfrécy, elle a réuni une large gamme de disciplines et ça, on ne peut que s'en réjouir. Simplement, elle a mis la société de côté. Et ça, je crois qu'il faut qu'on ait une discussion là-dessus. Alors, elle l'a mis de côté jusqu'à... alors, pas tout à fait, parce qu'on a dans le comité, dans le conseil, des spécialistes de la société, mais c'est vraiment très différent d'avoir des spécialistes de la société et d'avoir des acteurs qui sont des acteurs qui représentent la société. Donc, à partir de fin avril, Marie-Alette Grard, donc, qui est présidente de ATD Quart Monde, a été intégrée dans le conseil. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que les associations de patients, en fait, elles ont été tout à fait exclues, enfin exclues, en tout cas, elles n'ont pas été intégrées. Et on peut dire que par rapport aux SIDA, d'ailleurs que Jean-François Delfrécy a bien connu comme médecin engagé, par rapport aux SIDA, en fait, on a une espèce de régression en fait, des pratiques de la démocratie sanitaire. Et ça, je trouve, par rapport au débat public, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu facilement corriger. Alors, ça ne transforme pas du tout, ça ne transforme pas complètement l'espace public, mais enfin, ça peut contribuer effectivement à changer beaucoup de choses dans la façon dont on intègre dans l'expertise les connaissances qui sont les connaissances des malades, notamment les personnes vulnérables. Hein, et le président de France Assos Santé s'est récemment exprimé dans une tribune sur ces questions, mais également, en fait, on aurait pu sûrement mieux faire dans la construction, en fait, la participation des acteurs à la conception des outils de gestion de la crise. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans son dernier avis, le conseil scientifique, en fait, fait cette recommandation. En fait, il indique qu'il est important, effectivement, que les acteurs de terrain, comme ils les appellent, hein, soient beaucoup mieux intégrés dans la gestion de la crise. Moi, je vais plus loin, je dis également dans la fabrique de l'expertise, parce que l'expertise, c'est évidemment différentes disciplines, mais c'est aussi des savoirs d'expérience qu'ont un certain nombre d'acteurs qu'il est bon d'intégrer, parce que si vous regardez les questions qu'on se pose, ce ne sont pas que des questions scientifiques. En fait, toutes les questions sur lesquelles statue le comité, le conseil scientifique, en fait, ce sont des mesures de gestion. Et donc, pour ces mesures de gestion, il est important, effectivement, d'avoir une connaissance beaucoup plus diverse que celle qui est réunie dans le comité. Donc, du coup, je pense que si on voit qu'on a des marges de manœuvre et ce comité, ce conseil scientifique, un peu malgré lui, je pense, a été construit sur un mode qui est finalement, moi, que je qualifierais un mode assez paternaliste, hein, en fait, où il faut protéger les citoyens contre eux-mêmes plutôt que d'essayer de les intégrer dans la construction des décisions qu'il faut prendre. Merci. Alors, je vais réagir un petit peu sur la question de la place du débat. Donc, il y a eu l'utilisation de la métaphore guerrière. C'est intéressant parce que c'est exactement la même métaphore qui avait été utilisée après les incidents, enfin après les incidents, le mot est particulièrement peu adapté, mais après les événements terroristes qu'on a pu mettre en France, donc les autorités ont parlé de guerre contre le terrorisme, alors que l'expression n'est pas appropriée dans ce cas-là également. Et il n'y a pas eu véritablement de débat dans la première phase, après un certain nombre de dates clés où des événements particulièrement graves avaient eu lieu sur le territoire national. Il y a eu des mesures d'une très grande ampleur qui ont été prises.
sans phase de débat. C'est pas tellement ça que je questionne. Moi, je pense pas non plus qu'il y avait place pour un débat public au moment de la mise en place du confinement. Il y avait nécessité de prendre des mesures radicales dans un contexte qui l'imposait. Donc ça, on peut le comprendre. Mais on a aussi des moyens juridiques qui ont été mis en place pour lutter contre le terrorisme, qui nous renseignent un petit peu sur ce que pourraient être les limitations des libertés, sur ce que pourront être les limitations des libertés dans une perspective de guerre contre la pandémie. Ce qui a caractérisé la lutte contre le terrorisme, c'est qu'elle a amené un état d'exception qui a été maintenu pendant une longue période. Et juridiquement, les observateurs qui se sont penchés sur le sujet ont été relativement unanimes pour dire que ça avait duré trop longtemps, qu'il n'y avait pas de nécessité de créer de tels états dérogatoires sur de si longues périodes. Et ce qui a eu de caractéristique également, c'est que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on a pris des mesures qui portaient atteinte aux libertés individuelles, y compris sans lien avec l'activité terroriste. Par exemple, la liberté de manifester a été contestée. Un certain nombre de personnes qui n'étaient pas suspectées de participer à des entreprises terroristes, mais qui souhaitaient manifester dans un contexte où il existait une menace terroriste. Et l'argument de la nécessité a été mis en avant. Il y a eu également une facilitation des mesures de perquisition. Il y a eu également une définition beaucoup plus large d'un certain nombre d'infractions qui fragilise la sécurité juridique de chacun d'entre nous. Donc on a des éléments de comparaison et dans un premier temps également, ça n'a pas été tellement soumis à débat. D'où l'intérêt de soulever la question du débat dans le contexte qui nous occupe et la place de la société. Je rejoins tout à fait Pierre-Benoît Joly là-dessus. Je voulais juste remercier aussi Pierre Benoît Joly qui a rencontré des préoccupations qui sont celles de l'espace éthique de la région Île-de-France depuis le début, puisqu'on a été de celles et ceux d'abord qui ont créé du débat, mais dans notre sphère de compétences, et qui ont très rapidement compris que la démocratie sanitaire aurait du mal à trouver ses marques dans le contexte qu'on évoque du Covid. On a discuté dans le cadre d'un webinaire qu'on a organisé il y a quelques jours à l'Espace Éthique avec le président de la CRSA Île-de-France, qui a dit toutes ces difficultés à être reconnues dans une expertise, alors que pendant des années, des relations de confiance étaient notamment établies et confortées avec l'ARS. On a eu beaucoup de contacts avec, vous regarderez sur le site de l'Espace Éthique, ce qui a été fait au niveau des enquêtes, notamment avec France Assos, et on voit à quel point un certain nombre d'associations auraient pu être associées à des décisions, notamment qui touchent les personnes qui ont été exclues des filières de soins, puisqu'il y a eu la priorisation des malades Covid-19, et parmi les 700 000 malades atteints de maladies chroniques qui ont été, repoussés à l'extérieur d'une filière de soins. Je ne parle pas des greffés d'organes, des gens atteints de différentes pathologies qui avaient besoin de traitements quotidiens. On voit à quel point cette parole, non seulement n'a pas été, associée, mais probablement alors rajouter de la complexité à la complexité. Tout ça pour dire qu'il faudrait interroger juste ces questions. Moi, j'avais, avant de poser une question d'ailleurs à Pierre Benoît, j'avais juste aussi une deuxième observation à faire. Le Conseil scientifique, dès le mois d'avril, avait demandé qu'il y ait une liaison entre la société civile et ceux qui dirigent, ceux qui expertisent. Il y avait même Jean-François Delfraissy adressé une lettre au Premier ministre qui a été rendue publique d'une manière volontaire. Tout ça pour dire qu'il y avait un refus, c'est-à-dire que ce n'était pas de la part des autorités publiques le fait de ne pas savoir. Il y a eu un refus. La seule ouverture qu'il y a, et tout à l'heure peut-être qu'on pourra en parler quand on va aborder les questions du numérique, c'est le comité de contrôle de liaison société civile et Parlement, donc qui s'est mis en place, le CCL Covid-19, mais spécifiquement pour les questions relatives au numérique. Voilà, ça c'était la seule ouverture. Juste la question que je voulais poser à Pierre Benoît Joly, c'est qu'est-ce qu'il proposerait aujourd'hui pour créer les conditions d'une concertation directe
entre le public et la communauté scientifique notamment, et la communauté des experts. Dans son expertise, qu'est-ce qu'il proposerait comme ouverture concrète? Et comme on a des amis canadiens qui suivent cette rencontre, peut-être que Mylène Dechaine, qui a des responsabilités au Canada par rapport à cette question, pourrait intervenir. Mais déjà, Pierre Benoît, est-ce que vous voulez réagir par rapport à la question que je vous ai posée? Oui, merci. Il y a une réponse assez évidente. On vient de vivre une expérience grandeur nature qui, de mon point de vue, est une réussite, une grande réussite. C'est la Convention citoyenne sur le climat. Donc, alors il faut peut-être pas faire ça à la même échelle, mais en tout cas, il me semble que aujourd'hui, on est dans une autre phase, et je crois qu'on est d'accord, et Frédéric l'a redit, il y a des moments où effectivement on doit avoir une chaîne de commandement qui permet d'agir dans l'urgence et de façon ordonnée, mais ces périodes doivent rester exceptionnelles et la tentation des pouvoirs est de faire durer l'exception. Voilà, donc ça, c'est entendu. Aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est quand même dans nos sociétés de vivre avec ce virus pour une période qui va être assez longue, ce qui a des conséquences à tous les niveaux, au niveau des relations familiales, des relations professionnelles, au niveau du rapport à la culture, à l'alimentation, etc. Donc c'est partout, et donc c'est pas simplement le masque, c'est vraiment voilà. Donc ça, c'est une vraie expérience collective, et c'est un gâchis de ne pas pouvoir en discuter avec des dispositifs qui permettent effectivement d'impliquer tous les acteurs intéressés. Alors on ne va pas discuter à 66 ou 70 millions, mais le format de la Convention citoyenne ou de la conférence de citoyens permet d'avoir effectivement cette discussion qui part effectivement de ce que l'on sait, mais en mettant aussi en évidence ce que l'on ignore parfois, et qui convoque effectivement le bon sens, les connaissances d'expérience des citoyens, et là on peut avoir des variantes dans la façon dont on construit cela, de façon à avoir une vraie, entre guillemets, il faudrait discuter de vrai, mais une mise en débat qui a des qualités en fait qui sont vraiment éprouvées, parce qu'en France on a assez d'expérience là-dessus, et on a essayé d'expérience au niveau international. La question après, c'est de savoir finalement comment c'est ce qu'on fait avec un micro-public, même si il y a 150 personnes, en fait, peut impacter le débat public. Et ce qu'a démontré la Convention citoyenne, c'est que c'est l'attention qui est portée par les décideurs à ces dispositifs qui fait que ces dispositifs ont une place centrale dans le débat public. Il est clair que la relation entre ces dispositifs et le décideur est un élément essentiel. Alors quand je dis relation avec le décideur, ça ne veut pas dire que le décideur doit s'engager à mettre en œuvre ce qui sera recommandé par les panels de citoyens. C'est vraiment pas ma position là-dessus, mais il faut qu'il y ait un engagement de prise en compte et un dialogue sérieux qui s'instaure entre les deux. Et dans ces conditions, on peut avoir effectivement un impact très fort de cette délibération participative qui me semble être un élément central par rapport aux problèmes qui sont posés par cette pandémie, et ce qui va se passer ensuite dans l'espace public.